Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Emmanuel Bompard. Bonjour. Bonjour. Alors à 4 jours de la grève dont nul ne sait quand et comment elle se terminera, gouvernement, syndicats et opposition s'y préparent ardemment. Le 5 décembre, la France sera bloquée, les services publics seront à l'arrêt, les usagers et le commerce devront faire contre mauvaise fortune bon cœur. Alors dans ce contexte, qu'attendre de cette grève, de ce mouvement du 5 décembre, un remake de décembre 95, c'est-à-dire un recul du gouvernement, une bascule du quinquennat, comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon, ou au contraire, un échec des oppositions ou une validation de la réforme des retraites qu'Emmanuel Macron avait promise pendant la campagne. Mais pour commencer, Emmanuel Bompard, justement le 5 décembre, vous allez manifester, vous appelez vos militants et les autres à manifester contre la réforme des retraites ou contre Emmanuel Macron, contre sa politique pour le faire tomber, pour le faire partir? D'abord contre la réforme des retraites puisque c'est le dossier d'actualité. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on participe à cette mobilisation, c'est aussi contre la politique du président de la République depuis son élection, qui est une politique en faveur d'une petite minorité de la population, au détriment du plus grand nombre. Et donc nécessairement, et d'ailleurs les gens qui appellent à manifester, vous voyez bien que c'est des secteurs qui se mobilisent depuis maintenant plusieurs mois. Par exemple le secteur de la santé. Et bien sûr ils sont préoccupés par la question des retraites, mais pas seulement, qui est aussi le recul de la puissance publique. Le manque de moyens dans l'éducation, dans le secteur de la santé, dans tout ce qui nous permet finalement de vivre dignement. Donc contre Macron? Non, contre la politique. Oui, enfin la politique du gouvernement. Non, mais c'est pas la même chose. On s'attaque pas à un individu en particulier. Mais on considère que ses choix politiques ne sont pas bons pour le pays. Et alors quoi? Le but ultime, c'est quoi? C'est de le faire tomber, de le faire partir ou pas? Mais non, mais le but premier, quand vous vous manifestez à l'occasion d'un projet de loi de réforme des retraites, c'est de faire en sorte qu'il retire son projet. Qu'il retire son projet. Et puis qu'on puisse mettre sur la table les discussions. Emmanuel Macron, il dit je suis le candidat de la réforme, mais il faut arrêter avec cette rhétorique. Il dit la transformation du pays. Oui, mais on peut réformer dans un sens ou on peut réformer dans l'autre. Personne n'est pour le statu quo. Moi, je il y a eu des élections quand même. Oui, bien sûr. C'est la rue qui doit avoir raison contre le résultat des élections. Mais les élections, c'est pas un chèque en blanc, non. Il y a eu des élections effectivement, et puis ensuite il y a des choses que le président de la République a fait qui n'étaient pas dans son programme électoral, et puis là il a. Mais la réforme des retraites, elle l'était effectivement, et donc maintenant ça fait débat dans la société manifestement. Il y a plus de la moitié de la population dans les sondages qui soutiennent cette mobilisation. On va parler plus précisément des choses parce qu'il y a un sondage qui est paru aujourd'hui, mais sur la manif. Est-ce que vous croyez, donc le mouvement plutôt du 5 décembre plutôt que la manif, est-ce que vous croyez aux vertus d'une grève reconductible dans les transports? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous le souhaitez? Moi, je souhaite qu'on mette tout ce qu'il est possible en œuvre pour augmenter le niveau de rapport de force avec le pouvoir. Non, mais donc, ça passe par une grève, bien sûr. Reconductible. Mais reconductible, c'est pas nous qui allons décider, c'est les reconductibles. D'abord, c'est les salariés eux-mêmes, et puis c'est aussi le gouvernement. Parce que si le gouvernement cède le 5 décembre, il n'y aura pas besoin d'une grève reconductible. Non, mais ça veut dire que si le gouvernement ne cède pas, il faut qu'elle soit reconductible. Encore une fois, c'est pas à moi de donner des consignes, mais moi, ce que je souhaite, c'est que la mobilisation se poursuive jusqu'à ce que le gouvernement cède. Jusqu'à ce que le gouvernement cède. Et est-ce que vous souhaitez d'ailleurs cette grève, une grève qui dure et donc qui débouche ou qui déboucherait, puisque c'est a priori comme ça que ça doit se passer, ça peut se passer sur une paralysie du pays? Écoutez, personne ne souhaite se mettre en grève, personne ne souhaite perdre des jours de salaire, personne ne souhaite mettre d'autres personnes en difficulté pour aller travailler, personne ne souhaite perdre une journée à aller manifester. Donc, mais quand vous n'avez pas d'autres solutions pour vous faire entendre par le pouvoir, nécessairement, vous utilisez les outils qui sont les vôtres, qui sont garantis par la Constitution. Bien sûr. Je voudrais quand même le rappeler, le droit de grève. Et donc, moi, je souhaite que les citoyens, les citoyennes se mettent en mouvement et utilisent tous les moyens nécessaires pour faire reculer le gouvernement. Au passage, puisqu'on va en parler d'ici la fin de la semaine, on va voir comment ça va se passer. Est-ce que vous condamnez les violences des Black Blocs et des Ultra Jaunes dont on redoute la présence dans les cortèges des 5 et 7 décembre? C'est quand même assez incroyable. Maintenant, on nous pose la question avant. Mais parce que c'est en nous disant, non mais alors le gouvernement est au courant et sait déjà qu'il va y avoir des violences. On considère que, non, je vous dis, il est possible qu'il y en ait. Donc, est-ce que à l'avance vous dites à ces gens de ne pas venir, de ne pas provoquer de violence dans ces manifestations? Moi, je dis les choses de manière très simple, comme la France Insoumise l'a toujours dit dans toutes les mobilisations. Nous croyons à la vertu du nombre, à la mobilisation pacifique, parce que c'est quand on manifeste nombreux, quand on fait la grève nombreux, dans le calme, qu'on est les plus forts pour faire reculer le gouvernement. Est-ce que vous condamnez les violences qu'on a c'est assez simple ce que je vous dis, non? Je propose et je demande et je souhaite que la mobilisation soit pacifique. Alors, autre question qu'on pose, et qui se pose et qui est consécutive des réponses que vous venez de faire, est-ce que vous croyez à la convergence des luttes, à la coagulation des mécontentements le 5 décembre? Et est-ce que vous le souhaitez?
Moi, je souhaite que toutes celles et ceux qui sont opposés à la politique gouvernementale, parce que finalement, le dossier des retraites est un dossier symbolique de cette politique-là, effectivement, se retrouvent dans la rue à cette occasion. Et d'ailleurs, j'observe que c'est pour l'instant plutôt le cas, en tout cas plutôt bien parti, puisqu'il y a de nouveaux secteurs qui, à peu près chaque jour, rejoignent cette mobilisation. Hier, les collectifs interurgences qui sont mobilisés sur la question de la santé, par exemple. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que plus on est nombreux dans la rue, plus on est nombreux dans la mobilisation, et plus le gouvernement est obligé de tenir compte de nos revendications. Et alors, pourtant, vous parliez tout à l'heure des sondages. Un sondage publié aujourd'hui, IFOP du JDD. 76% des Français disent qu'il faut réformer le système des retraites. 61% contre 39% considérant qu'il faut harmoniser les différents régimes avec pour objectif d'en avoir un seul et unique au nom de l'égalité entre cotisants. Vous êtes parmi les 61% ou parmi les 39%? Non, mais moi, écoutez, si vous posez des questions comme ça, est-ce que la Terre est ronde? Vous allez avoir des résultats assez importants. Est-ce que on préfère la paix ou la guerre? Vous allez avoir des résultats assez importants. C'est très précis sur la réforme des retraites. Est-ce que les gens sont favorables à une réforme des retraites? J'y suis favorable, bien évidemment. Mais là ils disent... Est-ce que je suis pour l'harmonisation? J'ai compris votre question. Est-ce que je suis pour l'harmonisation des régimes de retraite? Pourquoi pas? Mais pas celle proposée par le gouvernement, qui est une harmonisation par le bas. Moi, si je souhaite une harmonisation, c'est effectivement une harmonisation par le haut, sur la base des systèmes les plus favorables. Ça veut dire des régimes spéciaux? Mais pas tous les régimes spéciaux, bien évidemment. Les régimes spéciaux répondent à des raisons historiques et à des raisons de l'histoire. Mais là, ce qu'on propose, c'est d'harmoniser sur la base des systèmes les plus défavorables en permanence. Donc, vous voyez bien que je vous réponds comme ça pour vous dire... Moi, ma position, elle est très simple. Ouais. C'est une retraite à 60 ans à taux plein. 60 ans à taux plein. Bien sûr. Qu'on peut financer aisément. Par exemple, si vous faites en sorte, par la loi, que les salaires des femmes et les salaires des hommes soient mis au même niveau dans notre pays, vous générez suffisamment de marge de manœuvre supplémentaire pour financer la retraite à 60 ans à taux plein. Vous voyez, si vous mettez 100 000 personnes dans l'emploi, vous récupérez 1 million d'euros de cotisations supplémentaires. Donc ça, c'est la croissance. Hein, il faut de la croissance. Il faut de l'emploi, il faut de l'augmentation des salaires, et c'est comme ça qu'on peut mettre un système de retraite plus favorable à l'équilibre. Toujours par rapport à la manifestation, on va parler plus en détail de la réforme des retraites, des propositions du gouvernement et des vôtres. Mais par rapport à la manifestation et aux grèves du 5 décembre et après le 5 décembre, il va y avoir un problème pour les usagers des transports qui peuvent considérer être pris en otage par les grévistes. Par le gouvernement. Ou par le gouvernement, mais c'est les grévistes qui font grève. C'est parce que le gouvernement met en place cette réforme que les grévistes font grève. Alors, vous êtes plutôt du côté des grévistes ou des usagers qui vont hurler à la prise d'otage? Non, mais moi, je ne choisis pas mon camp. Vous savez, je suis du côté du peuple français dans sa globalité. Et je considère que les citoyennes et les citoyens, même s'ils sont gênés par les conséquences d'une grève, peuvent comprendre que celle-ci est justifiée. Parce que le projet de loi du gouvernement va dégrader leurs conditions de vie, tout simplement. Donc je ne suis pas pour attiser les tensions entre les gens, et je suis pour dire à toute la population, ce n'est pas facile de faire grève, ce n'est pas facile de subir les conséquences d'une grève, c'est vrai. Ce n'est pas facile, et personne ne souhaite cette situation. Mais le gouvernement a la clé pour éviter cette situation. Côté usager, il y a quand même un problème. Ceux qui ne pourront pas aller travailler, leur salaire va être amputé de ces jours de non-travail. Non, il y a des Vous assumez ou pas ça? Mais c'est pas en appelant à manifester à la... Non, mais moi j'appelle à participer à cette mobilisation, et bien évidemment je l'assume, et pour autant j'en mesure effectivement les conséquences qui peuvent être difficiles pour une catégorie de la population. Mais dans l'histoire, notamment les moins privilégiés, hein. Bien sûr, mais les moins privilégiés, ils seront aussi peut-être dans la rue, parce que vous savez, il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie dans notre pays entre un ouvrier et un cadre. Donc ceux qui toucheront, qui seront les premiers affectés par les conséquences de cette réforme des retraites, c'est les moins privilégiés. Donc je les appelle non seulement à pas s'en prendre aux grévistes, mais plutôt à les rejoindre. Alors, dans ce contexte, on nous a dit que le gouvernement essayer de trouver des solutions pour permettre aux usagers, ou une partie des usagers, d'aller travailler, c'est-à-dire appel à des cartes privées ou appel à des cadres de la RATP et de la RATP pour permettre un maximum d'usagers de pouvoir utiliser les transports publics. Qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement, il est dans son rôle. Est-ce que vous vous dites, il a raison ou pas? Mais je vais pas dire qu'il a raison ou pas. Le gouvernement fait ce qu'il veut et ce qu'il peut pour essayer de faire en sorte de limiter les conséquences de la grève sur celles et ceux qui n'ont pas envie de s'y joindre. Pour ma part, j'appelle les gens qui n'ont pas envie de s'y joindre à s'y joindre. Donc, vous voyez, on partage pas exactement les mêmes objectifs. Tout à fait. Alors, Emmanuel Macron qui dit aussi, cette grève du 5 décembre, c'est une grève contre les régimes spéciaux. Alors ça, c'est vraiment un argument tout à fait absurde. Vous savez, les régimes spéciaux concernent 3%
de la population active coûte 8 milliards d'euros dans notre pays. Alors déjà, il ne coûte pas exactement 8 milliards d'euros par an, il coûte plutôt 6 milliards en termes de subventions directes et 2 milliards qui correspondent à des budgets effectivement de l'État. Mais même ce calcul-là est extrêmement partiel, parce que dedans, par exemple, vous savez, il y a le régime spécial des mineurs. Mais pourquoi le régime spécial des mineurs coûte? Parce qu'il y a plus de mineurs, mais qu'il y a beaucoup de gens qui sont anciens mineurs à la retraite. Si vous les incluez dans le régime général, vous savez, ces gens-là, ils vont aussi coûter. Mais j'espère quand même que personne ne propose de faire en sorte que les gens qui se sont tués à la tâche dans la mine n'aient plus de retraite. Bien sûr, mais on parle plutôt. Si c'est 1 million sur les, ah bah oui, mais il n'y a pas que. Alors, attendez, vous donnez un chiffre de 6 millions, donc je vous dis ce qu'il y a dedans. Ouais. RATP, 49 000 salariés qui cotisent pour 42 000 retraités. Je suis conscient. Donc, contraignant l'État, c'est Gérald Darmanin qui dit ça dans JT d'aujourd'hui, a versé 750 millions d'euros par an pour équilibrer le système. Vous dites c'est pas grave, on continue comme ça? Non, je dis pas c'est pas grave. Je dis si on veut parler des régimes spéciaux, il faut en parler. Effectivement, c'est le résultat d'un processus historique et des moments dans l'histoire où il y a eu des négociations entre les salariés et le patronat, et on a dit finalement on va pas augmenter vos salaires, mais en échange vous allez partir à la retraite un peu plus tôt. Oui, mais à l'époque ça s'expliquait par un problème de pénibilité. Et vous croyez que c'est plus pénible de conduire des trains dans un tunnel toute la journée? Moi, je pense que c'est pénible. Donc je pense que ça justifie. Et est-ce que c'est plus pénible de conduire un bus en région parisienne? Est-ce que c'est plus de le conduire en région parisienne qu'à Toulouse, par exemple, dont vous êtes... Sans doute pas. Donc on n'a qu'à proposer que tous les chauffeurs de bus soient régis à la même astreinte que ceux de la RATP. Pourquoi pas? Pourquoi ça serait forcément plus défavorable? Mais c'est les mêmes conditions à Toulouse ou à... Mais j'en suis d'accord. Donc c'est pour ça que si on veut harmoniser, harmonisons par le haut. Il n'y a pas de problème. Mais il faut financer après. Bien sûr qu'il faut financer. Donc la question, c'est la question du financement. Mais il ne faut pas... Le gouvernement utilise 2 tactiques qui sont des tactiques assez classiques. La première est d'essayer de faire peur en disant les violences. Et la deuxième, c'est d'essayer de diviser les gens en disant ceux qui vont être dans la rue seront dans la rue pour défendre leurs privilèges. Non, c'est pas le cas, parce que les régimes spéciaux concernent 3% de la population active aujourd'hui, et que si les gens se préparent à se mobiliser aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont inquiets d'un système de réforme de retraite par points qui va dégrader les pensions de l'ensemble de la population. Donc c'est une manière finalement de masquer la tension, mais qui honnêtement ne leurre personne et ne résiste pas à la réalité des faits. Et alors, le gouvernement paraît prêt, en tout cas, on entend les ministres parler, les dirigeants de la majorité, on voit ce qu'a dit Gérald Darmanin aujourd'hui dans le JTD, donc il est prêt à intégrer dans son projet des revendications syndicales, notamment sur la gouvernance du système de retraite, sur la pénibilité, ou encore sur la date de mise en œuvre de la réforme. Vous dites banco ou pas? Non, je dis pas banco, mais il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. Ouais. La date de mise en œuvre de la réforme, bon, tout ça n'est pas très sérieux, c'est que la réforme rentre en 2025, en 2030, en 2035, ou selon la clause du grand-père, comme on l'appelle, ça ne change pas le problème qui est, de mon point de vue, cette réforme est mauvaise. Ça permet juste de douter sur les arguments du gouvernement qui nous dit que cette réforme est très bien et qu'elle va augmenter les pensions de tout le monde, mais dans ce cas-là, pourquoi la reporter à plus tard? Donc vous comprenez que c'est pas de mon point de vue un bon argument. Moi, je m'oppose au principe même du système de retraite par points, parce que je pense que c'est un mauvais système, que dans les pays européens où il a été mis en place, je pense par exemple à la Suède, ça s'est traduit par une baisse importante des pensions, que le gouvernement nous dit que ça va rééquilibrer les écarts de pension entre les femmes et les hommes. Or, quand vous regardez l'exemple suédois, c'est l'inverse. 90% des femmes ont vu leur pension baisser, alors que c'est seulement 70% des hommes. C'est déjà beaucoup. Donc, je considère que ce système de retraite par points est une mauvaise idée, que le gouvernement nous prétend qu'avec ce système, il va sauver le système de retraite par répartition. C'est pas vrai. Au contraire, il va rendre le système beaucoup plus opaque, beaucoup moins lisible, et les gens, pour être rassurés, vont aller placer leurs économies dans des fonds de retraite par capitalisation. Et c'est ça l'objectif caché du gouvernement aujourd'hui, c'est favoriser un système de retraite par capitalisation. Pardon ? Vous dites c'est ça, le gouvernement dit pas du tout. Exactement. Donc je considère que le gouvernement ment sur le sujet, qu'il nous raconte des histoires, et qu'en prétendant défendre le système de retraite par répartition, en réalité, il prépare sa perte. Il prépare sa perte, c'est-à-dire la fin du modèle français. Je crois effectivement que c'est ce qu'il fait, puisqu'il va rendre, et là aussi il nous dit le système va être plus simple. Non, il va pas être plus simple. Quand vous ne saurez pas, vous serez pas en capacité de dire quel est le montant de la retraite que vous allez toucher, parce que vous connaîtrez pas la valeur du point, et que le point sera réévalué chaque année pour être aligné sur des objectifs d'équilibre budgétaire. Franchement, ça ne permet pas un système qui est un système plus lisible et plus simple. C'est pas vrai de dire ça. C'est pas tout à fait ce qu'a dit Édouard Philippe la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il a dit ? En précisant que tout allait être précisé le 9 ou le 10 décembre. Non, lui, il va préciser ses intentions. Oui. Mais le point, il sera bien réévalué chaque année. Pourquoi ? Parce que le principe de base de cette réforme, c'est de dire, il y a un pourcentage de la richesse publique, du PIB, milliards, si je me trompe pas. 14%, qui va être gelé et qui sera le montant, on ne dépassera pas pour financer les retraites. Mais il y a plus de retraités. Il va y avoir plus de retraités dans les prochaines années. Donc, il faut pas raconter d'histoire aux gens. Ce qu'on leur dit, c'est qu'on va baisser leurs pensions. Alors, vous demandez au gouvernement de retirer son
projet dont on connaît les points principaux. On va connaître le détail d'ici 8 jours. Le vôtre, c'est quoi? C'est quoi votre projet? Moi, le mien est assez simple. Comme je le disais tout à l'heure, projet de faire en sorte que dans ce pays, on puisse partir à la retraite à 60 ans à taux plein. Je considère que c'est finançable, effectivement. J'ai donné un élément pour le financement, qui est un élément qui a été travaillé par un certain nombre d'économistes, qui dit que si vous avez par la loi une augmentation des salaires des femmes pour les mettre au niveau des salaires des hommes, on génère suffisamment de marge de manœuvre pour faire en sorte qu'on puisse financer cette retraite à 60 ans à taux plein. Je souhaite par ailleurs qu'il n'y ait pas une retraite aujourd'hui en dessous du montant du SMIC, parce que je considère donc on serait passé, on précise les choses, hein, on serait passé de 65 ans en 80 à 62 ans aujourd'hui, on repartirait. On était à 60 ans en 80, c'est depuis qu'on a dégradé. Oui, 65 ans avant 80, je veux dire. Hein. Ah oui. Oui. Ensuite, on est passé à 60 ans, 62 ans aujourd'hui, et vous voudriez qu'on repasse à 60 ans aujourd'hui. Moi, je pense que en dépit de l'âge de l'espérance de vie, pardon. Alors, l'espérance de vie, parlons-en, parce que l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays est à 63 ans et demi, et elle stagne ces dernières années, notamment parce qu'on s'est mis à faire travailler les gens plus longtemps, parce qu'il faut pas croire qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait de travailler longtemps et le fait d'être en mauvaise santé et de mourir plus rapidement. Espérance de vie. 63 ans et demi en bonne santé. Mais alors, par rapport, on va comparer des chiffres. 2018, 81. 82 ans en 2018 et un peu plus de 5 mois, 85 ans et 3 mois pour les femmes, 79 ans et 4 mois pour un homme. Elle était de 74 ans et 3 mois en 1981. J'en suis conscient, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. Mais ce qu'on ne dit jamais quand on compare ces chiffres-là, on va rajouter une colonne à votre tableau, c'est qu'à côté, il faut dire quelle est la productivité du travail. Quand un salarié travaille 1 heure aujourd'hui, il produit autant de richesse que quand un salarié dans les années 70 travaillait 3 heures. Et donc, on voit bien que pour produire la même quantité de richesse, on a besoin de travailler moins longtemps, parce qu'il y a une amélioration des processus de production, parce qu'il y a eu de la mécanisation, parce qu'aujourd'hui, un salarié, il est plus efficace qu'avant. Et donc, la question qui est posée, c'est à qui profitent ces gains de productivité? Alors, vous dites est-ce qu'ils sont partagés? Aujourd'hui, ils profitent, je dis pas au patron, au capital en tout cas, c'est clair. Ils profitent aux dividendes, ils profitent aux actionnaires, ils profitent pas aux salariés, alors que c'est eux qui se tuent à la tâche. Donc, il faut taxer les dividendes, taxer le bénéfice des actions. Bien sûr, ça c'est je vous ai donné une première solution, remettre des gens en emploi, augmenter les salaires, et ça nécessairement, il faudra le faire au détriment de quelqu'un, l'augmentation des salaires. Et ben je considère que ça doit être fait au détriment des rémunérations des actionnaires et du capital. Il y a 10 points de richesse qui sont passés des poches des salariés aux poches des actionnaires depuis les années 80, vous voyez? Donc ça, c'est un autre chiffre de comparaison qu'on peut donner aussi. Alors, on revient au mouvement du 5 décembre. Donc, la question que je vous pose au départ, donc sur l'objectif de cette grève qui arrive. Jean-Luc Mélenchon, il parle de bascule du quinquennat. Qu'est-ce que ça signifie? C'est clair que pour l'instant, il faut être lucide, regarder les choses en face. On n'a pas réussi à faire reculer le gouvernement sur des projets de loi qu'il avait mis sur la table. Je pense à la casse du code du travail où on a subi une défaite. Je pense à la réforme de la SNCF sur laquelle on a subi une défaite. Et je pense que si effectivement on arrivait à bloquer le gouvernement sur cette réforme des retraites, nécessairement la suite du quinquennat changera. C'est-à-dire que le président de la République rangerait sans doute un peu son arrogance et serait obligé de commencer à écouter un peu les aspirations et les revendications populaires. Ça serait pour vous la fin du quinquennat, quelque part? En tout cas, la fin de l'arrogance, de cette politique débridée toujours en faveur des plus riches de ce pays au détriment du grand nombre qui tire la longue. Ça c'est clair que honnêtement, ça serait la fin de ça, je pense, si on arrivait à le faire reculer. Vous dites si on arrivait à le faire reculer, comment vous pourrez constater que vous arrivez à le faire reculer? S'il range son projet de loi dans les cartons. Voilà, et donc s'il le range pas, qu'est-ce qui se passe? S'il le range pas, ça sera une défaite. Ouais. Mais vous savez, quand on rentre dans une bataille, pour essayer de la gagner. Et qu'est-ce qui vous paraît le plus probable? Moi, vous savez, je suis pas pronostiqueur, je suis acteur. Et je suis pas le seul acteur, heureusement. Moi, je souhaite que on arrive à remporter cette bataille, ce bras de fer, ce rapport de force. Ça dépend pas seulement de la France insoumise. La France insoumise, elle est disponible pour prendre sa part de ce travail. Et sa part de ce travail, c'est à la fois en appelant les citoyennes et les citoyens à se mobiliser, à rejoindre les cortèges, à rejoindre le mouvement de grève, et puis à la fois en faisant le travail que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est-à-dire un travail d'explication des enjeux de cette réforme et des alternatives possibles. À rejoindre le mouvement de grève, c'est-à-dire que vous souhaitez une grève générale quelque part?
Moi, vous savez, j'ai un principe, c'est que c'est les salariés. Les syndicats, d'accord. Mais vous êtes derrière un peu ce mouvement, comme vous avez été avec ou derrière les Gilets jaunes. Donc, est-ce que vous souhaitez une grève générale dans le pays? Mais une grève générale, ça veut dire une grève reconductible, c'est ça? Une grève générale, et puis touchant tous les secteurs de la société. Moi, je souhaite que la mobilisation soit la plus large possible. Donc, si ça doit se traduire par une grève générale, pourquoi pas? Mais c'est pas à moi de le décider. Vous comprenez bien, je suis pas un salarié de ces secteurs-là, et c'est pas moi qui vais payer les conséquences immédiates parce que ça, les gens ne le disent jamais. Quand vous faites une grève, vous perdez votre journée de salaire quand même. Donc, le principe quand même le plus élémentaire, c'est que ça soit à ces gens-là de décider de la manière avec laquelle ils ont envie de mener la lutte. Et ça va se jouer quand? L'échec ou votre victoire dans le cadre de ce mouvement contre la réforme des retraites? Je prétends pas à notre victoire en tant que France Insoumise, la victoire de la mobilisation. De ceux qui appellent à la grève et au mouvement. Ça va se jouer quand? Je sais pas combien de temps il faudra pour que le gouvernement entende les aspirations le plus vite possible, j'espère. Quand vous dites je sais pas combien de temps ça durera, est-ce que ça peut aller au-delà de Noël, par exemple, puisque c'est une date symbolique? J'espère, pour ma part, puisque je ne suis pas pronostiqueur, mais j'espère pour ma part que le gouvernement entendra raison avant Noël, et qu'on n'aura pas besoin d'autant de sacrifices de la part des salariés, des grévistes, de la part de celles et ceux qui vont pas vouloir se joindre à ce mouvement, pour que le gouvernement revienne à la raison et remette tout le monde autour de la table. Mais c'est sa responsabilité à lui, vous pouvez pas la faire porter sur les épaules des grévistes. Un cas particulier, vous êtes député européen. Oui. Vous faites pas grève, vous? Moi? Ouais. Pour être très... Parce que pour être solidaire de ceux qui font grève. Je vais vous répondre très clairement. Très clairement. Le 5 décembre est une journée, normalement, il y a des réunions de commission au Parlement européen. Je ne participerai pas à ces réunions de commission et je viendrai participer au mouvement de grève. Donc ça veut dire j'ai compris la question que vous avez posée sur la rémunération. Vous savez, quand on est présent au Parlement européen, on touche une rémunération que je ne toucherai pas. Mais alors, est-ce que vous êtes prêt à dire aujourd'hui, parce que vous touchez pas une partie de votre rémunération, une partie qui vous est payée quand vous êtes présent au Parlement européen. Oui. Mais vous avez une autre partie de votre salaire qui vous est payée. Oui. Donc, est-ce que vous êtes prêt à dire, pendant toute la durée de ce mouvement, je ne veux pas toucher mon salaire? Je ne veux pas toucher, moi, mon salaire. Mais moi, je vais continuer à travailler. Vous êtes au courant, quand même. Oui, mais puisque vous êtes solidaire de ceux qui font grève. Je veux participer au vote. Puisque vous êtes solidaire de ceux qui font grève, éventuellement. Attendez, je finis. Éventuellement des usagers qui vont être empêchés de travailler. J'ai compris votre question, je vais pas l'esquiver, vous inquiétez pas. Moi, voilà ce que je vous réponds. Moi, je participerai aux caisses de grève qui vont être mises en place pour aider les salariés grévistes qui vont perdre leur journée de salaire. Et je le ferai sans aucun problème et sans aucune difficulté. À quel niveau? J'en sais rien, on verra quelles caisses de grève vont être mises en place. Mais je le ferai de manière suffisamment importante pour prendre ma part dans la lutte. Et ce sera le cas de tous les élus France Insoumise? Il faudra leur poser la question, mais en tout cas, je le souhaite, oui. Vous le souhaitez. Autre question qui se pose et qui pose débat. Marine Le Pen, elle approuve, je la cite, sans réserve, les grévistes, et elle affirme aussi que des responsables RN iraient sûrement défiler avec eux. Quelque part, est-ce que ça vous dérange ou pas de manifester jeudi? Vous serez à Paris dans le cortège, avec des militants et des leaders de RN, ou est-ce que vous dites c'est pas grave? D'abord, tout ça est surtout de la communication, et il faut quand même... Ça sera un état. Oui, mais bon, on a le droit quand même d'interroger la cohérence d'une telle de prise de position. Quand il y a 2 ans de ça, pendant l'élection présidentielle, Madame Le Pen, pendant les mobilisations sur la loi El Khomri, parlait des syndicalistes comme des émeutiers, et Monsieur Philippot, qui était son directeur de campagne, disait que ces gens-là étaient des gréviculteurs. Donc, vous comprenez que je puisse interroger 1 an après, 2 ans après, la cohérence de cette décision. Maintenant, on verra qui viendra dans la rue. Vous savez, ça sera pas la première manifestation à laquelle je participe, à laquelle il y a aussi des gens qui manifestent, avec lesquels je suis pas d'accord sur tout. Oui, mais mais ce qui est important, c'est les objectifs de cette mobilisation. Le Rassemblement national, ça... Mais le Rassemblement, d'abord, je crois pas que le Rassemblement national soit vraiment le bienvenu dans ces cortèges. Mais qu'est-ce que vous dites, vous, justement? Est-ce que vous dites, ils sont pas bienvenus, il faut pas qu'ils viennent, il y aura des services d'ordre, des syndicats? Mais je suis pas organisateur de ces manifestations. Est-ce que vous dites aux syndicats? Non, moi, j'irai à la manifestation parce que je partage les objectifs qui sont ceux de cette mobilisation. Je partage les mots d'ordre de cette manifestation et c'est tout ce qui m'importe. Maintenant, comme dans la mobilisation des Gilets jaunes, comme dans les hommages qu'il y a pu avoir ici pour lutter contre tel acte antisémite, ici pour lutter contre tel acte contre les musulmans, il y aura dans la rue à côté de moi des gens avec lesquels je suis pas d'accord sur tout. Quand on a marché en hommage à Mireille Knoll qui avait été assassiné dans des conditions affreuses, effroyables, il y avait dans la rue le Rassemblement national et Marine Le Pen. Ça me faisait pas plaisir et pourtant j'y suis allé à l'hommage. Vous voyez? Donc ça sera pas la première fois, ça sera pas la dernière fois et ce qui est important, c'est les objectifs de la mobilisation. Et est-ce que vous dites, par rapport à 2022, il faut un front républicain
contre le Rassemblement national. Non, je ne dis pas ça. Je pense que la meilleure manière de lutter contre le Rassemblement national, c'est de répondre aux aspirations sociales, à la colère, au sentiment de ne pas être représenté qui s'exprime dans ce pays, qui s'est notamment exprimé à travers la mobilisation des Gilets jaunes. Et c'est pas le président de la République, Emmanuel Macron, qui y apporte des réponses. Et donc, si on veut y répondre, il faut une offre politique qui y réponde. Et je considère que la France insoumise peut participer à l'émergence de cette force politique. Et pourtant, comme vous l'avez dit depuis tout à l'heure, depuis 2017, vous avez subi des échecs. Bien sûr. Dans votre mobilisation sociale contre Emmanuel Macron. Oui, bien sûr, mais je pense pas que ça soit parce que une grande partie de la population adhère aux propositions politiques du président de la République, mais parce qu'il y a une forme de résignation, parce que les gens se disent est-ce que finalement ça vaut vraiment le coup de se mobiliser ou pas? Est-ce qu'il y a une alternative? La question elle est aussi posée, il faut la regarder avec lucidité. Mais moi je me rappelle qu'en 2017, la candidature de Jean-Luc Mélenchon a fait près de 20% des voix à l'élection présidentielle. Et combien aux européennes? Bien sûr, beaucoup plus bas, c'est clair, notamment parce qu'une personne sur deux ne s'est pas déplacée, n'est pas allée voter. Et donc, il est clair que même si on n'a pas réussi la dernière fois, il y a une disponibilité qui existe dans le pays pour faire en sorte qu'on soit pas condamné à choisir entre l'extrême droite ou l'extrême marché, entre le fait de se détester les uns les autres ou le fait que ça soit chacun pour soi et qu'il n'y ait plus aucune règle collective. Et est-ce que, puisqu'on parle de 2022, vous dites plutôt Macron que Le Pen ou pas du tout? Vous savez, vous êtes au courant qu'on peut présenter plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Si on voit un peu les sondages, on voit ce qui s'est passé en 2017. S'il y a un match Macron-Le Pen, vous faites quoi? Non, mais bon, le match Macron-Le Pen, on est à 2 ans, 2 ans et demi de l'élection présidentielle. Si vous voulez, on peut reprendre les sondages à l'époque, avant l'élection présidentielle de 2017. Ils nous parlaient d'un deuxième tour entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, François Hollande et Alain Juppé. Bon, je crois que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Donc, il faut être raisonnable. On va pas commencer à répondre à des questions sur la base d'un éventuel deuxième tour, sur la base de sondages 2 ans et demi avant l'élection présidentielle. Moi, je souhaite qu'on ne soit pas condamné à choisir entre les deux. Et je vais travailler pour ça. Est-ce que, justement, puisqu'on en revient au mouvement du 5 décembre, est-ce que 2022, ça se joue pas dans les semaines qui viennent? Le résultat de ce qui va se produire dans cette mobilisation aura nécessairement un impact sur la manière avec laquelle la prochaine élection la plus importante de ce pays, c'est-à-dire l'élection présidentielle, va se dérouler. Ça, c'est évident. Maintenant, de dire ça va se jouer là, je pense que ça serait impact, ça veut dire que si vous gagnez votre pari, Macron aura peu de chance C'est surtout que si le président de la République l'emporte et passe en force, il faut être lucide sur le fait qu'ensuite, ça sera plus difficile de remporter des victoires sociales et que ces victoires sociales, nécessairement, elles permettent de participer à l'émergence d'une alternative politique. De remporter des victoires sociales ou de remporter des victoires politiques, justement? Les deux, parce que je pense qu'une victoire sociale, une bataille culturelle qu'on remporte, elle prépare la possibilité de construire l'émergence d'une alternative politique. Donc je pense que les deux sont intimement liés. Et c'est pour ça que je pense effectivement ce qui va se passer dans les prochaines semaines est assez décisif pour l'avenir du pays. Assez décisif donc quelque part, hein. 2022, ça se joue aussi à partir du 5 décembre. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je peux vous refaire la même réponse si vous voulez. Ce qui va se passer. Non, mais je vais pas vous dire que ce qui va se passer là va déterminer le résultat de l'élection présidentielle 2022. Je pense qu'il faudrait être fou. Je dis que ça va avoir une influence, des conséquences, un impact, le mot que vous voulez. Oui, ça c'est clair. Impact, influence, conséquences. Vous avez signé l'appel à participer à la manifestation du 10 novembre. Oui. Dite contre l'islamophobie qui dénonçait, je cite, vous avez signé cet appel, les lois liberticides contre les musulmans, les organisateurs de la manifestation parlant même de racisme d'État. Est-ce que vous assumez encore aujourd'hui ces propos, ce texte? En clair, est-ce que vous dites que les musulmans sont victimes d'un racisme d'État et de lois liberticides? Moi, j'assume tout à fait d'avoir participé à cette manifestation pour une raison simple, c'est que quand on croit à la République, quand on est un républicain sincère, intransigeant, on n'accepte pas que dans notre pays, des gens puissent être attaqués, insultés, menacés en raison de leur confession religieuse, quelle qu'elle soit, ou en raison de l'absence de confession religieuse. Mais pourtant, vous pourrez reconnaître au moins ma cohérence sur le fait que je l'ai fait à chaque fois, quelle que soit la religion qui est concernée ou quelle que soit l'absence de religion. Mais là, le terme utilisé, c'était islamophobie. Oui, c'est un terme que je n'utilise pas pour ma part, puisque je préfère utiliser le terme de racisme anti-musulman pour une raison simple, et là aussi ça concerne l'ensemble des confessions religieuses, c'est que de la même manière que je n'accepte pas qu'en République on puisse être attaqué, menacé ou insulté en raison de sa confession religieuse, je considère pour autant qu'on garde une liberté à la critique et une critique de la religion quelle qu'elle soit. Et c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas ce terme, parce que il peut souffrir d'une certaine ambiguïté. Très bien. Mais ce qui était important, c'était les actes qui étaient dénoncés. Je vous rappelle que cette manifestation, elle a eu lieu quelques jours après
une attaque devant la mosquée de Bayonne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons participé à cette mobilisation. Maintenant qu'il y ait, encore une fois, des gens qui aient participé à cette mobilisation, avec lesquels je ne partage rien, c'est une évidence, mais la cause méritait notre présence. Moi, je suis très fier d'y avoir participé et j'ai observé, loin de ce que ont essayé d'en tirer certains médias, que dans la manifestation, il y avait surtout des drapeaux bleu, blanc, rouge, il y avait surtout des pancartes qui défendaient la laïcité comme notre condition de vivre ensemble. Et il y avait aussi des étoiles jaunes. Je sais, et bien sûr, dans toute manifestation, on peut choisir d'aller isoler la personne qui raconte une bêtise, ou alors on peut regarder les centaines de personnes qui manifestaient en chantant la Marseillaise avec des drapeaux bleu, blanc, rouge et qui défendaient la laïcité. Moi, c'est à côté d'eux que j'ai manifesté. Ça veut dire que quand certains contestent le terme d'islamophobie en considérant qu'on a le droit de pas aimer l'islam, comme on a le droit de pas aimer le catholicisme, vous approuvez? Pas aimer, je suis pas sûr sur le bon terme, mais en tout cas, on a le droit de critiquer une religion, on a le droit d'en interroger, on a le droit de ne pas en partager les fondements. Parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui disait ça en 2015. Je sais très bien, et vous interrogerez Jean-Luc Mélenchon, mais je crois pas qu'il ait changé d'avis sur le sujet. Mais honnêtement, quand il y a des actes d'une telle violence, des gens qui attaquent une mosquée, vous pensez vraiment que le débat, c'est un débat sur est-ce qu'il fallait utiliser ce mot ou l'autre? Non, c'est un débat aussi. Moi, je pense qu'il fallait être dans la rue. Et j'aurais pas écrit le texte comme ça si c'est moi qui l'avais écrit. Mais pour autant, je ne regrette en aucun cas le fait d'avoir manifesté. Il faut être clair, tous les racistes, que ce soit le racisme anti-musulman, le racisme anti-noir, anti-asiatique par exemple, l'homophobie ou le racisme anti-juif, tous ces racismes bien sûr. Partent du même fait. C'est un racisme qu'il faut condamner. Exactement. Alors, et encore une fois, je le fais à chaque fois. J'ai rappelé tout à l'heure notamment l'hommage à Amir Eknol auquel nous avons participé. D'ailleurs, ça s'était pas très bien passé. Vous vous en rappelez. On en avait parlé ici avec vous, avec d'autres élus de la France insoumise. Mais on va revenir. Quand même une précision sur cette manifestation du 10 novembre dite contre l'islamophobie. Quand on s'intéresse au cheminement, aux écrits et aux déclarations de deux des initiateurs, des organisateurs de ce rassemblement, Marwan Mohamed du CCIF et Majid Messaouden élu parti de gauche, donc proche de vous. Du parti de gauche, mais il indique notamment sur les réseaux sociaux qu'il est élu du parti de gauche à Saint-Denis. On ne peut pas ne pas se poser de questions sur le sens de leur engagement. Vous êtes élu de Toulouse. Vous êtes de Toulouse, pardon. Oui. Manuel Bompard. Donc, que disait Majid Messaouden en 2012, le 21 mars 2012, après la tuerie de l'école juive de Toulouse? Je cite son tweet: le présumé tueur de Toulouse n'est pas resté caché. Il écrit caché C-A-H-E-R, donc cacher, très longtemps. Donc à propos de Mera, 2 jours après qu'il ait assassiné les enfants juifs de l'école. Quant à Mohamed, c'est une énorme bêtise. Quant à Mohamed, il écrivait le 22 mars 2012 toujours: fin des tweets sur Toulouse pour moi. On a d'autres vrais écrits en majuscules, problèmes qui nous attendent. Donc vous dites seulement c'est une simple bêtise? Non, je dis pas seulement c'est une simple bêtise, je n'ai rien à voir avec ces propos, et ces propos sont infects et ils n'avaient pas à être prononcés quand ils l'ont été. Voilà, c'est simple. Donc en tout cas c'est clair. Votre réponse est très claire. Voilà. Alors et on passe. Je peux pas vous dire plus. Moi, vous savez, quand j'habitais pas à Toulouse à l'époque, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. Mais ça n'aurait rien changé. Mais je pense qu'on a tous partagé une émotion et que c'était une émotion nationale et que ces gens-là aient fait ces tweets-là à ce moment-là, effectivement, est une énorme bêtise. Et donc, d'où les critiques, notamment par rapport à l'appel qu'ils ont initié, que vous avez signé, et au fait qu'un certain nombre de républicains aient manifesté auprès à leur côté. J'entends très bien ce que vous dites là, mais d'abord, je fais observer que à chacune des manifestations, on va pas éplucher la liste des signataires pour savoir si certains, il y a 10 ans, ont pas eu des propos qui étaient des propos qui n'étaient pas. Non, mais la question se pose. Attendez, il y a une deuxième chose qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai pas entendu la même chose quand il y a certaines manifestations où la France insoumise a participé. Je pense à l'hommage à Amir Eknol, ils se sont mis dehors avec des propos qui étaient des propos racistes et homophobes. Ça a été dénoncé ici. Bien sûr que vous l'avez fait, mais tout le monde ne l'a pas fait. De cette manière-là, et vous voyez, et ça n'a pas généré cette polémique-là. Donc moi, reconnaissez au moins la cohérence de notre position. La cohérence de notre position, c'est qu'on n'accepte pas dans notre pays qu'on puisse être attaqué en raison de sa confession religieuse, quelle qu'elle soit, et que de la même manière que chaque personne juive qui serait attaquée pour cette raison, que chaque personne musulmane qui serait attaquée pour cette raison, que chaque personne catholique qui serait attaquée pour cette raison, elle doit entendre qu'elle est sous la protection de la communauté nationale et que nous, en tout cas, on sera à ses côtés. Alors, l'actualité de la semaine, l'actualité importante de la semaine, c'est aussi la mort de ces 13 soldats français de la force Berkane au Mali. Donc, il y a eu cette déclaration, cette question posée par le député insoumis Bastien Lachaud mardi
à l'Assemblée qui considérait que nos armées remportent des victoires tactiques, mais que la crise s'étend. Et puis aujourd'hui, Bastien Lachaud publie une tribune dans le JDD avec Jean-Luc Mélenchon demandant de ramener nos soldats à la maison. Oui, écoutez, explication. D'abord, il faut avoir un mot d'hommage et de pensée. Je pense que c'est normal de le faire pour les familles de nos soldats. Il y a eu un certain nombre d'hommages ce week-end. Il y en aura un autre demain, si je ne m'abuse. Donc d'abord, il faut avoir cette pensée-là. Et une fois qu'on a dit ça, c'est normal aussi d'interroger, par respect y compris pour ces soldats qui sacrifient leur vie pour le drapeau, d'interroger le sens de notre présence dans les théâtres des opérations militaires, en particulier au Mali. Et ce qu'ont fait mes camarades insoumis à l'Assemblée nationale, c'est qu'ils ont dit qu'il fallait qu'on se pose cette question. Et vous avez vu ce qu'on a dit ? Ils ont été accusés d'avoir rompu avec l'unité nationale. Je sais que beaucoup se sont risqués tout de suite à faire ça. Et puis ensuite, le président de la République a eu des propos un peu plus intelligents, puisqu'il a dit lui-même que effectivement, ça méritait question. Quand on a lancé cette opération à l'époque, nous avions déjà un certain nombre de critiques, notamment le fait que c'était pas fait avec un mandat de l'ONU. Mais passons. Quand on a lancé cette opération à l'époque, il y avait un objectif tactique qui était très clairement défini, qui était de dire il faut empêcher les djihadistes de rentrer sur Bamako, la capitale malienne. C'était ça l'objectif. Et de s'emparer du Mali puis des pays, des pays voisins. Hein. Mais l'objectif c'était Bamako. De faire régner le régime islamique. C'était barrer la route de Bamako. Ouais. Ça a été un objectif. Bon, aujourd'hui, l'objectif n'est plus le même. Il y en a sans doute un, mais lequel est-il ? Peut-on en débattre ? Peut-on avoir cette discussion ? Donc c'est juste ça la question qui est posée. On peut en débattre. Mais est-ce qu'il était le moment aujourd'hui de demander de ramener nos soldats à la maison ? Alors, d'abord, nous l'avons pas fait seulement aujourd'hui, hein. Ça fait plusieurs années qu'à plusieurs opérations, nous, Bastien Lachaud le dit aussi d'ailleurs dans sa tribune, nous avons interrogé et demander un débat sur notre présence là-bas. Mais bien sûr, justement, parce qu'il y a ces événements-là, que alors on doit pouvoir se poser la question de savoir pourquoi ces gens-là sont morts, pour quelles raisons, pas de leur responsabilité, mais c'est le politique qui donne les ordres, qui détermine et qui décide de la présence. Et le chef de l'État qui est chef des armées. Bien sûr, il est chef des armées, c'est vrai. Mais on peut considérer, en tout cas dans la Constitution, il est dit qu'il doit y avoir un débat 3 mois après l'entrée en lice, j'ai envie de dire, de notre armée sur un théâtre d'opération. Ce débat a eu lieu il y a maintenant très longtemps en ce qui concerne donc 2014, le Mali, 2014, pardon, oui. Et donc, je considère... Il faut un autre débat, un nouveau débat ? Il me semble que ça serait nécessaire. Après ce que disent mes amis insoumis, Bastien Lachaud et Jean-Luc Mélenchon, ils disent pas, il faut plier, hop, tout le monde dans les avions et on rentre. Parce que la question qui se pose, c'est comment, dans ce contexte, dans ce cadre, on combat l'islamisme ? Est-ce qu'on combat l'islamisme en reculant ou on combat l'islamisme ? Non, mais vous pouvez pas résumer la question à ça. D'abord parce que vous savez vous-même que la réalité des groupes djihadistes là-bas est extrêmement plurielle. Vous avez des gens qui sont effectivement des groupes entraînés, organisés. Vous avez aussi des groupes finalement de sortes de mafieux, délinquants, qui en réalité se drapent de ce drapeau-là pour donner une légitimité à leur action, mais qui sont en fait des voleurs et des pillards. Bon, vous voyez bien qu'il y a une réalité qui est plus différente, qui est plus complexe à saisir. Mais les chefs d'État de la région, vous les avez entendus, disent si l'armée française n'était pas là, on aurait été effacé. Mais les chefs d'État, bien sûr, mais encore une fois, il s'agit pas de contester le fait que au moins des islamistes. J'ai compris, mais il s'agit pas de contester le fait que notre présence a été utile. Il s'agit de poser la question de savoir si elle est toujours utile maintenant, et si elle est la plus utile comme ça. Moi, j'ai un avis. Puisque vous êtes député européen, est-ce que, au-delà de la présence française, il faudrait pas une présence européenne? Ça, c'est ce que demande partager le fardeau. Madame Parly, mais d'abord, il aurait fallu demander un mandat de l'ONU, ça aurait permettre d'avoir une légitimité internationale qui permettait de effectivement partager le fardeau. Mais moi, je crois que la solution n'est pas uniquement, ou n'est pas d'ailleurs, militaire. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des zones très grandes dans lesquelles il n'y a plus d'État, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de police, et c'est pas à l'armée française d'aller faire la police ou le service public à la place de l'État malien. Donc je pense que la solution est une solution de transition politique, et c'est pas à nous de décider à la place du peuple malien quels sont ses dirigeants. Donc vous comprenez qu'on peut quand même interroger le fait de savoir si la meilleure manière de lutter contre le djihadisme dans cette région, c'est effectivement le fait d'avoir notre armée présente sur place. On a le droit de se poser cette question, c'est juste ça que nous avons voulu dire. Merci en tout cas Manuel Bompard d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de l'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Au revoir.